Un matin, il déjeunait dans une auberge en vue d'Honfleur, antique cité de l'estuaire. En face de lui mangeait un de ces maquignons normands, rouges et lourds, qui font les foires de la région, le fouet à la main, une longue blouse sur le dos. Au bout d'un instant, il parut à Beautrelet que cet homme le regardait avec une certaine attention, comme s'il le connaissait, ou du moins comme s'il cherchait à le reconnaître. « Bah, pensa-t-il, je me trompe. Je n'ai jamais vu ce marchand de chevaux et il ne m'a jamais vu. » En effet, l'homme sembla ne plus s'occuper de lui. Il alluma sa pipe, demanda du café et du cognac, fuma et but. Son repas achevé, Beautrelet paya et se leva. Un groupe d'individus entrant au moment où il allait sortir, il dut rester debout quelques secondes auprès de la table où le maquignon était assis, et il l'entendit qui disait à voix basse « Bonjour, monsieur Beautrelet. » Isidore n'hésita pas. Il prit place auprès de l'homme et lui dit « Oui, c'est moi, mais qui êtes-vous? Comment m'avez-vous reconnu ?» Pas difficile. Et pourtant, je n'ai jamais vu que votre portrait dans les journaux. Mais vous êtes si mal... comment dites-vous en français? Si mal grimé. Il avait un accent étranger très net, et Beautrelet crut discerner en l'examinant que lui aussi, il avait un masque qui altérait sa physionomie. « Qui êtes-vous » répéta-t-il. « Qui êtes-vous » L'étranger sourit. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, je ne vous ai jamais vu. » « Oh, pas plus que moi. Mais rappelez-vous, moi aussi on publie mon portrait dans les journaux, et souvent. Eh bien, ça y est ?»« Non. » « Sherlock Holmes. » La rencontre était originale. Elle était significative aussi. Tout de suite, le jeune homme en saisit la portée. Après un échange de compliments, il dit à Sholmès « Je suppose que si vous êtes ici, c'est à cause de lui. »« Oui. »« Alors, vous croyez que nous avons des chances de ce côté ?»« Ah, j'en suis sûr. » La joie que Beautrelet ressentit à constater que l'opinion de Sholmès coïncidait avec la sienne ne fut pas sans mélange. Si l'Anglais arrivait au but, c'était la victoire partagée, et qui sait même s'il n'arriverait pas avant lui. « Vous avez des preuves? Des indices ?»« N'ayez pas peur. » ricana l'Anglais, comprenant son inquiétude. « Je ne marche pas sur vos brisées. Vous, c'est le document, la brochure, des choses qui ne m'inspirent pas grande confiance. »« Et vous ?»« Ah, moi, ce n'est pas cela. »« Est-il indiscret de... » »« Nullement. Vous vous rappelez l'histoire du diadème, l'histoire du duc de Charles-Mars? »« Oui. » Vous n'avez pas oublié Victoire, le vieil nourrice de Lupin, celle que mon bon ami Ganimard a laissé échapper dans une fausse voiture cellulaire. Non. J'ai retrouvé la piste de Victoire. Elle habite une ferme non loin de la route nationale numéro 25. C'est la route du Havre à Lille. Par Victoire, j'irai facilement jusqu'à Lupin. Ce sera long. Ah, qu'importe. J'ai lâché toutes mes affaires. Il n'y a plus que celle-là qui compte. Entre Lupin et moi, c'est une lutte. Une lutte à mort. Il prononça ces mots avec une sorte de sauvagerie, où l'on sentait toute la rancœur des humiliations subies, toute une haine féroce contre le grand ennemi qu'il avait joué si cruellement. « Allez-vous-en, » murmura-t-il. « On nous regarde, c'est dangereux. Mais rappelez-vous mes paroles. Le jour où Lupin et moi, nous serons l'un en face de l'autre, ce sera tragique. » Beautrelet quitta Sholmès tout à fait rassuré. Il n'y avait pas à craindre que l'Anglais le gagnât de vitesse. Et quelle preuve encore lui apportait le hasard de cette entrevue. La route du Havre à Lille passe par Dieppe. C'est la grande route côtière du pays de Caux. La route maritime qui commande les falaises de la Manche. Et c'est dans une ferme voisine de cette route que Victoire était installée. Victoire, c'est-à-dire Lupin, puisque l'un n'allait pas sans l'autre, le maître sans la servante, toujours aveuglément dévoué. « Je brûle, se répétait le jeune homme. Dès que les circonstances m'apportent un élément nouveau d'information, c'est pour confirmer mes suppositions. D'un côté, certitude absolue des bords de la Seine, de l'autre, certitude de la route nationale. Les deux voies de communication se rejoignent au Havre, la ville de François Ier, la ville du secret. Les limites se resserrent. Le pays de Caux n'est pas grand, et ce n'est encore que la partie ouest du pays que je dois fouiller. Il se remit à l'œuvre avec acharnement. Ce que Lupin a trouvé, il n'y a aucune raison pour que je ne le trouve pas. Ne cessait-il de dire en lui-même. Certes, Lupin devait avoir sur lui quelques gros avantages, peut-être la connaissance approfondie de la région, des données précises sur les légendes locales, moins que cela, un souvenir, avantage précieux puisque lui, Beautrelet, ne savait rien, et qu'il ignorait totalement ce pays, l'ayant parcouru pour la première fois lors du cambriolage d'Ambrumésie, et rapidement, sans s'y attarder. Mais qu'importe, dût-il consacrer 10 ans de sa vie à cette enquête, il l'amènerait à bout. Lupin était là, il le voyait, il le devinait.
Il l'attendait à ce détour de route, à la lisière de ce bois, au sortir de ce village. Et, chaque fois déçu, il semblait qu'il trouvât en chaque déception une raison plus forte de s'obstiner encore. Souvent, il se jetait sur le talus de la route et s'enfonçait éperdument dans l'examen du document tel qu'il emportait toujours sur lui la copie, c'est-à-dire avec la substitution des voyelles aux chiffres. Souvent aussi, selon son habitude, il se couchait à plat ventre dans l'herbe haute et songeait des heures. Il avait le temps. L'avenir lui appartenait. Avec une patience admirable, il allait de la Seine à la mer et de la mer à la Seine, s'éloignant par degrés, revenant sur ses pas et n'abandonnant le terrain que lorsqu'il n'y avait plus théoriquement aucune chance d'y puiser le moindre renseignement. Il étudia, il scruta Montivilliers, Saint-Romain, Octeville et Gonneville et Criquetot. Il frappait le soir chez les paysans et leur demandait le gîte. Après dîner, on fumait ensemble et l'on devisait. Et il leur faisait raconter des histoires qu'ils se racontaient aux longues veillées d'hiver. Et toujours cette question sournoise. Et l'aiguille? La légende de l'aiguille creuse. Vous ne la savez pas? Ma foi, non. Je ne vois pas ça. Cherchez bien. Un conte de vieille bonne femme. Quelque chose où il s'agit d'une aiguille. Une aiguille enchantée, peut-être. Que sais-je? Rien. Aucune légende, aucun souvenir. Et le lendemain, il repartait avec allégresse. Un jour, il passa par le joli village de Saint-Jouin qui domine la mer et descendit parmi le chaos de rocs qui s'est éboulé de la falaise. Puis il remonta sur le plateau et s'en alla vers la valeuse de Bruneval, vers le cap d'Antifère, vers la petite crique de Belle-Plage. Il marchait gaiement et légèrement, un peu las mais si heureux de vivre. Si heureux même qu'il oubliait Lupin et le mystère de l'aiguille creuse et Victoire et Cholmès, et qu'il s'intéressait au spectacle des choses, au ciel bleu, à la grande mer d'émeraude, tout éblouissante de soleil. Des talus rectilignes, des restes de murs en briques où il crut reconnaître les vestiges d'un camp romain, l'intriguèrent. Puis il aperçut une espèce de petit castel, bâti à l'imitation d'un fort ancien, avec tourelles lézardées, hautes fenêtres gothiques, et qui était situé sur un promontoire déchiqueté, montueux, rocailleux, et presque détaché de la falaise. Une grille, flanquée de garde-fous et de broussailles de fer, en défendait l'étroit passage. Non sans peine, Beautrelet réussit à le franchir. Au-dessus de la porte ogivale que fermait une vieille serrure rouillée, il lut ces mots « Fort de Fréfossé ». Il n'essaya pas d'entrer, et tournant à droite, il aborda, après avoir descendu une petite pente, un sentier qui courait sur une arête de terre munie d'une rampe en bois. Tout au bout, il y avait une grotte de proportions exiguës, formant comme une guérite à la pointe du roc où elle était creusée, un roc abrupt tombant dans la mer. On pouvait tout juste tenir debout au centre de la grotte. Des multitudes d'inscriptions s'entrecroisaient sur ces murs. Un trou presque carré, percé à même la pierre, s'ouvrait en lucarne du côté de la terre, exactement face au fort de Fréfossé, dont on apercevait à 30 ou 40 mètres la couronne crénelée. Beautrelet jeta son sac et s'assit. La journée avait été lourde et fatigante, il s'endormit un instant. Le vent frais qui circulait dans la grotte l'éveilla. Il resta quelques minutes immobile et distrait, les yeux vagues. Il essayait de réfléchir, de reprendre sa pensée encore engourdie. Et déjà, plus conscient, il allait se lever, quand il eut l'impression que ses yeux, soudain fixes, soudain agrandis, regardaient. Un frisson l'agita. Ses mains se crispèrent et il sentit que des gouttes de sueur se formaient à la racine de ses cheveux. « Non » balbutia-t-il. « C'est un rêve, une hallucination, voyons. Serait-ce possible ?» Il s'agenouilla brusquement et se pencha. 2 lettres énormes, d'un pied chacune peut-être, apparaissaient, gravées en relief dans le granit du sol. Ces 2 lettres, sculptées grossièrement, mais nettement, et dont l'usure des siècles avait arrondi les angles et patiné la surface, ces 2 lettres, c'était un D et un F. Un D et un F, miracle bouleversant, un D et un F, précisément 2 lettres du document, les 2 seules lettres du document. Beautrelet n'avait même pas besoin de le consulter pour évoquer ce groupe de lettres à la 4e ligne, la ligne des mesures et des indications. Il les connaissait bien, elles étaient inscrites à jamais au fond de ses prunelles, incrustées à jamais dans la substance même de son cerveau. Il se releva, descendit le chemin escarpé, remonta le long de l'ancien fort, de nouveau s'accrocha pour passer au piquant du garde-fou, et marcha rapidement vers un berger dont le troupeau paissait au long d'une ondulation du plateau. Cette grotte, là-bas,
Cette grotte... Ses lèvres tremblaient et il cherchait des mots qu'il ne trouvait pas. Le berger le contemplait avec stupeur. Enfin, il répéta... Oui, cette grotte, qui est là, à droite du fort, a-t-elle un nom? Dame, tous ces lettres-tas disent comme ça que c'est les demoiselles. Quoi? Quoi? Que dites-vous? Ben oui, la chambre des demoiselles. Isidore fut sur le point de lui sauter à la gorge, comme si toute la vérité résidait en cet homme et qu'il espéra la lui prendre d'un coup, la lui arracher. Les demoiselles. Un des deux seuls mots connus du document. Un vent de folie ébranla Beautrelet sur ses jambes, et cela s'enflait autour de lui, soufflait comme une bourrasque impétueuse qui venait du large, qui venait de la terre, qui venait de toutes parts, et le fouettait à grands coups de vérité. Il comprenait. Le document lui apparaissait avec son sens véritable. La chambre des demoiselles. Étretat. C'est cela, pensa-t-il, l'esprit envahi de lumière. Ce ne peut être que cela. Mais comment ne l'ai-je pas deviné plus tôt? Il dit au berger à voix basse. Bien. Attends, tu peux t'en aller, merci. L'homme interdit siffla son chien et s'éloigna. Une fois seul, Beautrelet retourna vers le fort. Il l'avait déjà presque dépassé, quand tout à coup il s'abattit à terre et resta blotti contre un pan du mur. Et il songeait, en se tordant les mains. Suis-je fou? Et s'il me voit? Si ses complices me voient? Depuis 1 heure, je viens. Il ne bougea plus. Le soleil s'était couché. La nuit, peu à peu, se mêlait au jour, estompant la silhouette des choses. Alors, par menus gestes insensibles, à plat ventre, se glissant, rampant, il s'avança sur une des pointes du promontoire jusqu'au bout extrême de la falaise. Il y parvint. Du bout de ses mains étendues, il écarta des touffes d'herbe, et sa tête émergea au-dessus de l'abîme. En face de lui, presque au niveau de la falaise, en pleine mer, se dressait un roc énorme, haut de plus de 80 mètres, obélisque colossal, d'aplomb sur sa large base de granit, que l'on apercevait au ras de l'eau et qui s'effilait ensuite jusqu'au sommet, ainsi que la dent gigantesque d'un monstre marin. Blanc comme la falaise, d'un blanc gris et sale, l'effroyable monolithe était strié de lignes horizontales marquées par du silex, et où l'on voyait le lent travail des siècles accumulant les unes sur les autres les couches calcaires et les couches de galets. De place en place, une fissure, une anfractuosité, et tout de suite, là, un peu de terre, de l'herbe, des feuilles. Et tout cela, puissant, solide, formidable, avec un air de chose indestructible contre quoi l'assaut furieux des vagues et des tempêtes ne pouvait prévaloir. Tout cela, définitif, immanent, grandiose, malgré la grandeur du rempart de falaise qu'il dominait, immense, malgré l'immensité de l'espace où cela s'érigeait. Les ongles de Beautrelet s'enfonçaient dans le sol, comme les griffes d'une bête prête à bondir sur sa proie. Ses yeux pénétraient dans l'écorce rugueuse du roc, dans sa peau, lui semblait-il, dans sa chair. Il le touchait, il le palpait, il en prenait connaissance et possession, il se l'assimilait. L'horizon s'empourprait de tous les feux du soleil disparu, et de longs nuages embrasés, immobiles dans le ciel, formaient des paysages magnifiques, des lagunes irréelles, des plaines en flammes, des forêts d'or, des lacs de sang, toute une fantasmagorie ardente et paisible. L'azur du ciel s'assombrit, Vénus rayonnait d'un éclat merveilleux, puis des étoiles s'allumèrent, timides encore. Et Beautrelet, soudain, ferma les yeux et serra convulsivement contre son front ses bras repliés. Là-bas. Il pensa en mourir de joie, tellement l'émotion fut cruelle qui étreignit son cœur. Là-bas, presque en haut de l'aiguille d'Étretat, en dessous de la pointe extrême autour de laquelle voltigeaient des mouettes, un peu de fumée qui suintait d'une crevasse, ainsi que d'une cheminée invisible. Un peu de fumée montait en lente spirale dans l'air calme du crépuscule. Sésame, ouvre-toi. L'aiguille d'Étretat est creuse. Phénomène naturel?
Excavation produite par des cataclysmes intérieurs ou par l'effort insensible de la mer qui bouillonne, de la pluie qui s'infiltre? Ou bien œuvre surhumaine, exécutée par des humains, Celtes, Gaulois, hommes préhistoriques? Question insoluble sans doute, et qu'importait, l'essentiel résidait en ceci: l'aiguille était creuse. À 40 ou 50 mètres de cette arche imposante qu'on appelle la porte d'Aval, et qui s'élance du haut de la falaise, ainsi que la branche colossale d'un arbre, pour prendre racine dans les rocs sous-marins, s'érige un cône calcaire démesuré, et ce cône n'est qu'un bonnet d'écorce pointue posé sur du vide. Révélation prodigieuse. Après Lupin, voilà que Beautrelet découvrait le mot de la grande énigme qui a plané sur plus de 20 siècles. Mot d'une importance suprême pour celui qui le possédait jadis, aux lointaines époques où des hordes de barbares chevauchaient le vieux monde. Mot magique qui ouvre l'antre cyclopéen à des tribus entières fuyant devant l'ennemi. Mot mystérieux qui garde la porte de l'asile le plus inviolable. Mot prestigieux qui donne le pouvoir et assure la prépondérance. Pour l'avoir connu, ce mot, César peut asservir la Gaule. Pour l'avoir connu, les Normands s'imposent au pays, et de là, plus tard, adossés à ce point d'appui, conquièrent l'île voisine, conquièrent la Sicile, conquièrent l'Orient, conquièrent le Nouveau Monde. Maîtres du secret, les rois d'Angleterre dominent la France, l'humilient, la dépaissent, se font couronner rois à Paris. Ils le perdent et c'est la déroute. Maîtres du secret, les rois de France grandissent, débordent les limites étroites de leur domaine, fondent peu à peu la grande nation et rayonnent de gloire et de puissance. Ils l'oublient ou ne savent point en user, et c'est la mort, l'exil, la déchéance. Un royaume invisible, au sein des eaux et à 10 brasses de la terre. Une forteresse ignorée, plus haute que les tours de Notre-Dame, et construite sur une base de granit plus large qu'une place publique. Quelle force et quelle sécurité! De Paris à la mer par la Seine, là, Le Havre, ville nouvelle, ville nécessaire, et à 7 lieues de là, l'Aiguille Creuse. N'est-ce pas l'asile inexpugnable? C'est l'asile, et c'est aussi la formidable cachette. Tous les trésors des rois grossis de siècle en siècle, tout l'or de France, tout ce qu'on extrait du peuple, tout ce qu'on arrache au clergé, tout le butin ramassé sur les champs de bataille de l'Europe, c'est dans la caverne royale qu'on l'entasse. Vieux sous d'or, écus reluisants, doublons, ducats, florins, guinées, et les pierreries, et les diamants, et tous les joyaux, et toutes les parures, tout est là. Qui le découvrirait? Qui saurait jamais le secret impénétrable de l'aiguille? Personne. Si, Lupin. Et Lupin devient cette sorte d'être vraiment disproportionné que l'on connaît, ce miracle impossible à expliquer tant que la vérité demeure dans l'ombre. Si infinies que soient les ressources de son génie, elles ne peuvent suffire à la lutte qu'il soutient contre la société. Il en faut d'autres, plus matérielles. Il faut la retraite sûre. Il faut la certitude de l'impunité, la paix qui permet l'exécution des plans. Sans l'Aiguille Creuse, Lupin est incompréhensible, c'est un mythe, un personnage de roman sans rapport avec la réalité. Maître du secret, et de quel secret? C'est un homme comme les autres, tout simplement, mais qui sait manier de façon supérieure l'arme extraordinaire dont le destin l'a doté. Donc, l'aiguille est creuse, c'est là un fait indiscutable. Restait à savoir comment l'on y pouvait accéder. Par la mer, évidemment. Il devait y avoir, du côté du large, quelques fissures abordables pour les barques à certaines heures de la marée. Mais du côté de la terre... Jusqu'au soir, Beautrelet resta suspendu au-dessus de l'abîme, les yeux rivés à la masse d'ombre que formait la pyramide, et songeant, méditant de tout l'effort de son esprit. Puis, il descendit vers Étretat, choisit l'hôtel le plus modeste, dîna, monta dans sa chambre et déplia le document. Pour lui, maintenant, c'était un jeu que d'en préciser la signification. Tout de suite, il s'aperçut que les 3 voyelles du mot Étretat se retrouvaient à la première ligne, dans leur ordre et aux intervalles voulus. Cette première ligne s'établissait dès lors ainsi: E.A.A. Étretat. A. Quel mot pouvait précéder Étretat? Des mots sans doute qui s'appliquaient à la situation de l'aiguille par rapport au village. Or l'aiguille se dressait à gauche, à l'ouest. Il chercha, et se souvenant que les vents d'ouest s'appelaient sur les côtes vents d'aval, et que la porte était justement dénommée d'aval, il inscrivit « En aval d'Étretat, A. ».
La seconde ligne était celle du mot demoiselle, et constatant aussitôt, avant ce mot, la série de toutes les voyelles qui composent les mots « la chambre des », il nota les deux phrases « en aval d'Étretat, la chambre des demoiselles ». Il eut plus de mal pour la troisième ligne, et ce n'est qu'après avoir tâtonné que, se rappelant la situation, non loin de la chambre des demoiselles, du castel construit à la place du fort de Fréfossé, il finit par reconstituer ainsi le document presque complet. En aval d'Étretat, la chambre des demoiselles, sous le fort de Fréfossé, aiguille creuse. Cela, c'étaient les 4 grandes formules, les formules essentielles et générales. Par elles, on se dirigeait en aval d'Étretat, on entrait dans la chambre des demoiselles, on passait, selon toute probabilité, sous le fort de Fréfossé, et l'on arrivait à l'aiguille. Comment ? Par les indications et les mesures qui formaient la 4e ligne. Cela, c'était évidemment les formules plus spéciales, destinées à la recherche de l'issue par où l'on pénétrait et du chemin qui conduisait à l'aiguille. Beautrelet supposa aussitôt, et son hypothèse était la conséquence logique du document, que s'il y avait réellement une communication directe entre la terre et l'obélisque de l'aiguille, le souterrain devait partir de la chambre des demoiselles, passer sous le fort de Fréfossé, descendre à pic les 100 mètres de la falaise et, par un tunnel pratiqué sous les rocs de la mer, aboutir à l'aiguille creuse. L'entrée du souterrain, n'était-ce pas les 2 lettres D et F, si nettement découpées, qui la désignaient, qui la livraient peut-être aussi grâce à quelques mécanismes ingénieux? Toute la matinée du lendemain, Isidore flâna dans Étretat et bavarda de droite et de gauche pour tâcher de recueillir quelques renseignements utiles. Enfin, l'après-midi, il monta sur la falaise. Déguisé en matelot, il s'était rajeuni encore, et il avait l'air d'un gamin de 12 ans avec sa culotte trop courte et son maillot de pêcheur. À peine entré dans la grotte, il s'agenouilla devant les lettres. Une déception l'attendait. Il eut beau frapper dessus, les pousser, les manipuler dans tous les sens, elles ne bougèrent pas. Et il se rendit compte assez rapidement qu'elles ne pouvaient réellement pas bouger, et par conséquent qu'elles ne commandaient aucun mécanisme. Pourtant, elles signifiaient quelque chose. Des informations qu'il avait prises dans le village, il résultait que personne n'avait jamais pu en expliquer la présence, et que l'abbé Cochet, en son précieux livre sur Étretat, s'était lui aussi penché vainement sur ce petit rébus. Mais Isidore savait ce qu'ignorait le savant archéologue normand, c'est-à-dire la présence des 2 mêmes lettres sur le document, à la ligne des indications. Coïncidence fortuite ? Impossible. Alors, une idée lui vint brusquement, et si rationnelle, si simple, qu'il ne douta pas une seconde de sa justesse. Ce D et cette F, n'étaient-ce pas les initiales de 2 des mots les plus importants du document ? Mots qui représentaient, avec l'aiguille, les stations essentielles de la route à suivre, la chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. Le D de demoiselle, l'F de Fréfossé, il y avait là un rapport trop étrange pour être le fait du hasard. En ce cas, le problème s'offrait ainsi. Le groupe DF représente la relation qui existe entre la chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. La lettre isolée D qui commence la ligne représente les demoiselles, c'est-à-dire la grotte où il faut tout d'abord se poster, et la lettre isolée F qui se place au milieu de la ligne représente Fréfossé, c'est-à-dire l'entrée probable du souterrain. Entre ces divers signes, il en reste 2. Une sorte de rectangle inégal marqué d'un trait sur la gauche, en bas, et le chiffre 19, signe qui, en toute évidence, indique à ceux qui se trouvent dans la grotte le moyen de pénétrer sous le fort. La forme de ce rectangle intriguait Isidore. Y aurait-il autour de lui, sur les murs, ou tout au moins à portée du regard, une inscription, une chose quelconque affectant une forme rectangulaire? Il chercha longtemps, et il était sur le point d'abandonner cette piste, quand ses yeux rencontrèrent la petite ouverture percée dans le roc, et qui était comme la fenêtre de la chambre. Or, les bords de cette ouverture dessinaient précisément un rectangle rugueux, inégal, grossier, mais tout de même un rectangle. Et aussitôt, Beautrelet constata qu'en posant les 2 pieds sur le D et l'F gravés dans le sol, et ainsi s'expliquait la barre qui surmontait les 2 lettres du document, on se trouvait exactement à la hauteur de la fenêtre. Il prit position à cet endroit et regarda. La fenêtre étant dirigée, nous l'avons dit, vers la terre ferme, on voyait d'abord le sentier qui reliait la grotte à la terre, sentier suspendu entre 2 abîmes, puis on apercevait la base même du monticule qui portait le fort. Pour essayer de voir le fort, Beautrelet se pencha vers la gauche, et c'est alors qu'il comprit la signification du trait arrondi, de la virgule qui marquait le document en bas à gauche. En bas à gauche de la fenêtre,
Un morceau de silex formait saillie, et l'extrémité de ce morceau se recourbait comme une griffe. On eût dit un véritable point de mire. Et si l'on appliquait l'œil à ce point de mire, le regard découpait sur la pente du monticule opposé une superficie de terrain assez restreinte et presque entièrement occupée par un vieux mur de briques, vestige de l'ancien fort de Fréfossé ou de l'ancien oppidum romain construit à cet endroit. Beautrelet courut vers ce pan de mur, long peut-être de 10 mètres et dont la surface était tapissée d'herbes et de plantes. Il ne releva aucun indice. Et cependant, ce chiffre, 19. Il revint à la grotte, sortit de sa poche un peloton de ficelle et un mètre en étoffe dont il s'était muni, noua la ficelle à l'angle de silex, attacha un caillou au 19e mètre et le lança du côté de la terre. Le caillou atteignit à peine l'extrémité du sentier. Triple idiot, pensa Beautrelet. Est-ce que l'on comptait par mètre à cette époque? 19 signifie 19 toises, ou ne signifie rien. Le calcul effectué, il compta 37 mètres sur la ficelle, fit un nœud, et à tâtons chercha sur le pan du mur le point exact et forcément unique, où le nœud formé à 37 mètres de la fenêtre des demoiselles toucherait le mur de Fréfossé. Après quelques instants, le point de contact s'établit. De sa main restée libre, il écarta des feuilles de molène poussées entre les interstices. Un cri lui échappa. Le nœud, qu'il tenait appliqué du bout de son index, était posé sur le centre d'une petite croix sculptée en relief sur une brique. Or, le signe qui suivait le chiffre 19 sur le document était une croix. Il lui fallut toute sa volonté pour dominer l'émotion qui l'envahit. Hâtivement, de ses doigts crispés, il saisit la croix et, tout en appuyant, la tourna comme il eût tourné les rayons d'une roue. La brique oscilla. Il redoubla son effort, elle ne bougea plus. Alors, sans tourner, il appuya davantage. Il la sentit aussitôt qui cédait. Et tout à coup, il y eut comme un déclenchement, un bruit de serrure qui s'ouvre. Et à droite de la brique, sur une largeur d'1 mètre, le pan du mur pivota et découvrit l'orifice d'un souterrain. Comme un fou, Beautrelet empoigna la porte de fer dans laquelle les briques étaient scellées, la ramena violemment et la ferma. L'étonnement, la joie, la peur d'être surpris convulsaient sa figure jusqu'à la rendre méconnaissable. Il eut la vision effarante de tout ce qui s'était passé là, devant cette porte, depuis 20 siècles, de tous les personnages initiés au grand secret qui avaient pénétré par cette issue, Celtes, Gaulois, Romains, Normands, Anglais, Français, Barons, Ducs, Rois, et après eux tous, Arsène Lupin, et après Lupin, lui, Beautrelet. Il sentit que son cerveau lui échappait. Ses paupières battirent, il tomba évanoui, et roula jusqu'au bas de la rampe, au bord même du précipice. Sa tâche était finie, du moins la tâche qu'il pouvait accomplir seul, avec les seules ressources dont il disposait. Le soir, il écrivit au chef de la sûreté une longue lettre où il rapportait fidèlement les résultats de son enquête et livrait le secret de l'aiguille creuse. Il demandait du secours pour achever l'œuvre et donnait son adresse. En attendant la réponse, il passa 2 nuits consécutives dans la chambre des demoiselles. Il les passa transis de peur, les nerfs secoués d'une épouvante qu'exaspéraient les bruits nocturnes. Il croyait à tout instant voir des ombres qui s'avançaient vers lui. On savait sa présence dans la grotte, on venait, on l'égorgeait. Son regard, pourtant éperdument fixe, soutenu par toute sa volonté, s'accrochait au pan de mur. La première nuit, rien ne bougea, mais la seconde, à la clarté des étoiles et d'un mince croissant de lune, il vit la porte s'ouvrir et des silhouettes qui émergeaient des ténèbres. Il en compta 2, 3, 4, 5. Il lui sembla que ces 5 hommes portaient des fardeaux assez volumineux. Ils coupèrent droit par les champs jusqu'à la route du Havre, et il discerna le bruit d'une automobile qui s'éloignait. Il revint sur ses pas, il côtoya une grande ferme. Mais au détour du chemin qu'il abordait, il n'eut que le temps d'escalader un talus et de se dissimuler derrière des arbres. Des hommes encore passèrent, 4, 5, et tous chargés de paquets. Et 2 minutes après, une autre automobile gronda. Cette fois, il n'eut pas la force de retourner à son poste et il rentra se coucher. À son réveil, le garçon d'hôtel lui apporta une lettre. Il la décacheta, c'était la carte de Ganimard. « Enfin !» s'écria Beautrelet, qui sentait vraiment, après une campagne aussi dure, le besoin d'un secours. Il se précipita les mains tendues, Ganimard les prit, le contempla un moment et lui dit « Vous êtes un rude type, mon garçon. »« Bah, fit-il, le hasard m'a servi. » « Il n'y a pas de hasard avec lui, » affirma l'inspecteur, qui parlait toujours de Lupin d'un air solennel et sans prononcer son nom. Il s'assit. « Alors,
Nous le tenons? Comme on l'a déjà tenu plus de 20 fois. Dit Beautrelet en riant. Oui, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, en effet, le cas diffère. Nous connaissons sa retraite, son château fort, ce qui fait, somme toute, que Lupin est Lupin. Il peut s'échapper. L'aiguille d'Étretat ne le peut pas. Pourquoi supposez-vous qu'il s'échappera? Demanda Ganimard, inquiet. Pourquoi supposez-vous qu'il ait besoin de s'échapper? Répondit Beautrelet. Rien ne prouve qu'il soit dans l'aiguille actuellement. Cette nuit, 11 de ses complices en sont sortis. Et il était peut-être l'un de ces 11. Ganimard réfléchit. Vous avez raison. L'essentiel, c'est l'aiguille creuse. Pour le reste, espérons que la chance nous favorisera. Et maintenant, causons. Il prit de nouveau sa voix grave, son air d'importance convaincu, et prononça « Mon cher Beautrelet, j'ai l'ordre de vous recommander à propos de cette affaire la discrétion la plus absolue. » Ordre de qui? Fit Beautrelet plaisantant. Du préfet de police? Plus haut. Le président du conseil? Plus haut. Bigre. Ganimard baissa la voix. Beautrelet, j'arrive de l'Élysée. On considère cette affaire comme un secret d'État d'une extrême gravité. Il y a des raisons sérieuses pour que l'on tienne ignorer cette citadelle invisible. Des raisons stratégiques surtout. Cela peut devenir un centre de ravitaillement, un magasin de poudre nouvelle, de projectiles récemment inventés, que sais-je, l'arsenal inconnu de la France. Mais comment espère-t-on garder un tel secret? Jadis, un seul homme le détenait, le roi. Aujourd'hui, nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, sans compter la bande à Lupin. Quand on ne gagnerait que 10 ans, que 5 ans de silence, ces 5 années peuvent être le salut. Mais pour s'emparer de cette citadelle, de ce futur arsenal, il faut bien l'attaquer, il faut bien en déloger Lupin. Et tout cela ne se fait pas sans bruit. Évidemment. On devinera quelque chose, mais on ne saura pas. Et puis quoi, essayons. Soit. Quel est votre plan? En 2 mots, voilà. Tout d'abord, vous n'êtes pas Isidore Beautrelet. Et il n'est pas question non plus d'Arsène Lupin. Vous êtes et vous restez un gamin d'Étretat, lequel, en flânant, a surpris des individus qui sortaient d'un souterrain. Vous supposez, n'est-ce pas, l'existence d'un escalier qui perce la falaise du haut en bas? Oui, il y a plusieurs de ces escaliers le long de la côte. Tenez, tout près, on m'a signalé en face de Bénouville l'escalier du curé, connu de tous les baigneurs. Et je ne parle pas de 3 ou 4 tunnels destinés aux pêcheurs. Donc, la moitié de mes hommes et moi, nous marchons guidés par vous. J'entre seul, ou accompagné, ceci est à voir. Toujours est-il que l'attaque a lieu par là. Si Lupin n'est pas dans l'aiguille, nous établissons une souricière où un jour ou l'autre il se fera pincer. S'il est là, Monsieur Ganimard, il s'enfuira de l'aiguille par la face postérieure, celle qui regarde la mer. En ce cas, il sera immédiatement arrêté par l'autre moitié de mes hommes. Oui, mais si, comme je le suppose, vous avez choisi le moment où la mer s'est retirée, laissant à découvert la base de l'aiguille, la chasse sera publique, puisqu'elle aura lieu devant tous les pêcheurs et pêcheuses de moules, de crevettes et de coquillages qui pullulent sur les rochers avoisinants. C'est pourquoi je choisirai justement l'heure où la mer sera pleine. En ce cas, il s'enfuira sur une barque. Et comme j'aurai là, moi, une 12aine de barques de pêche dont chacune sera commandée par un de mes hommes, il sera cueilli. S'il ne passe pas entre votre 12aine de barques, ainsi qu'à poisson à travers les mailles. Soit. Mais alors je coule à fond. Vous aurez donc des canons? Mon Dieu, oui. Il y a en ce moment un torpilleur au Havre. Sur un coup de téléphone de moi, il se trouvera à l'heure dite aux environs de l'aiguille. Ce que Lupin sera fier. Un torpilleur. Allons, je vois, monsieur Ganimard, que vous avez tout prévu. Il n'y a plus qu'à marcher. Quand donnons-nous l'assaut? Demain. La nuit? En plein jour. À marée montante, sur le coup de 10 heures. Parfait. Sous ces apparences de gaieté, Beautrelet cachait une véritable angoisse. Jusqu'au lendemain, il ne dormit pas, agitant tour à tour les plans les plus impraticables. Ganimard l'avait quitté pour se rendre à une dizaine de kilomètres d'Étretat, à Yport, où par prudence il avait donné rendez-vous à ses hommes, et où il fréta 12 barques de pêche en vue soi-disant de sondage le long de la côte. À 9h15, escorté de 12 gaillards solides, il rencontrait Isidore au bas du chemin qui monte sur la falaise. À 10 heures précises, ils arrivaient devant le pan de mur. Et c'était l'instant décisif. Qu'est-ce que tu as donc, Beautrelet? Tu es vert? Ricana Ganimard, tutoyant le jeune homme en manière de moquerie. Et toi, monsieur Ganimard? Riposta Beautrelet. On croirait que ta dernière heure est venue. Ils durent s'asseoir, et Ganimard avala quelques gorgées de rhum. C'est pas le trac, dit-il. Mais sapristi, quelle émotion. Chaque fois que je dois le pincer, ça me prend comme ça aux entrailles. Un peu de rhum? Non. Et si vous restez en route? C'est que je serai mort. Bigre. Enfin, nous verrons. Et maintenant, ouvrez. Pas de danger d'être vu, hein? Non.
L'aiguille est plus basse que la falaise et en outre nous sommes dans un repli de terrain. Beautrelet s'approcha du mur et pesa sur la brique. Le déclenchement se produisit et l'entrée du souterrain apparut. À la lueur des lanternes qu'ils allumèrent, ils virent qu'il était percé en forme de voûte et que cette voûte, ainsi d'ailleurs que le sol lui-même, était entièrement recouverte de briques. Ils marchèrent pendant quelques secondes et tout de suite un escalier se présenta. Beautrelet compta 45 marches en briques, mais que l'action lente des pas avait affaissé par le milieu. Sacré nom! Jura Ganimard qui tenait la tête et qui s'arrêta subitement comme s'il avait heurté quelque chose. Qu'y a-t-il? Une porte. Bigre! Murmura Beautrelet en la regardant. Et pas commode à démolir. Un bloc de fer tout simplement. Nous sommes fichus, dit Ganimard. Il n'y a même pas de serrure. Justement, c'est ce qui me donne de l'espoir. Et pourquoi? Une porte est faite pour s'ouvrir et si celle-là n'a pas de serrure, c'est qu'il y a un secret pour l'ouvrir. Et comme nous ne connaissons pas ce secret... Je vais le connaître. Par quel moyen? Par le moyen du document. La 4e ligne n'a pas d'autre raison que de résoudre les difficultés au moment où elle s'offre. Et la solution est relativement facile puisqu'elle est inscrite non pour dérouter, mais pour aider ceux qui cherchent. Relativement facile. Je suis pas de votre avis, s'écria Ganimard qui avait déplié le document. Le nombre 44 et un triangle marqué d'un point à gauche, c'est plutôt obscur. Mais non. Examinez la porte. Vous verrez qu'elle est renforcée aux 4 coins de plaques de fer en forme de triangle et que ces plaques sont maintenues par de gros clous. Prenez la plaque de gauche, tout en bas, et faites jouer le clou qui est à l'angle. Il y a 9 chances contre 1 pour que nous tombions juste. Vous êtes tombé sur la 10e, dit Ganimard après avoir essayé. Alors, c'est que le chiffre 44. À voix basse, tout en réfléchissant, Beautrelet continua. Voyons. Ganimard et moi, nous sommes là, tous les deux, à la dernière marche de l'escalier. Il y en a 45. Pourquoi 45 tandis que le chiffre du document est 44? Coïncidence? Non. Dans toute cette affaire, il n'y a jamais eu de coïncidence, du moins volontaire. Ganimard, ayez la bonté de remonter d'une marche. C'est cela. Ne quittez pas cette 44e marche. Et maintenant, je fais jouer le clou de fer et la bobinette serra, sans quoi j'y perds mon latin. La lourde porte, en effet, tourna sur ses gonds. Une caverne assez spacieuse s'offrit à leur regard. Nous devons être exactement sous le fort de Fréfossé, dit Beautrelet. Maintenant, les couches de terre sont traversées. C'est fini de la brique. Nous sommes en pleine masse calcaire. La salle était confusément éclairée par un jet de lumière qui provenait de l'autre extrémité. En s'approchant, ils virent que c'était une fissure de la falaise pratiquée dans un ressaut de la paroi et qui formait comme une sorte d'observatoire. En face d'eux, à 50 mètres, surgissait des flots le bloc impressionnant de l'aiguille. À droite, tout près, c'était l'arc-boutant de la porte d'aval, et à gauche, très loin, fermant la courbe harmonieuse d'une vaste crique, une autre arche, plus imposante encore, se découpait dans la falaise, la Manne-Porte, Magna Porta, si grande qu'un navire y aurait trouvé passage, ses mâts dressés et toute voile dehors. Au fond, partout, la mer. Je ne vois pas notre flottille, dit Beautrelet. Impossible, fit Ganimard. La porte d'aval nous cache toute la côte d'Étretat et d'Yport. Mais tenez, là-bas, au large, cette ligne noire au ras de l'eau. Eh bien, c'est notre flotte de guerre, le torpilleur numéro 25. Avec ça, Lupin peut s'évader, s'il veut connaître les paysages sous-marins. Une rampe marquait l'orifice de l'escalier, près de la fissure. Ils s'y engagèrent. De temps à autre, une petite fenêtre trouait la paroi, et chaque fois, ils apercevaient l'aiguille, dont la masse leur semblait de plus en plus colossale. Un peu avant d'arriver au niveau de l'eau, les fenêtres cessèrent, et ce fut l'obscurité. Isidore comptait les marches à haute voix. À la 358e, ils débouchèrent dans un couloir plus large que barrait encore une porte de fer renforcée de plaques et de clous. Nous connaissons ça, dit Beautrelet. Le document nous donne le nombre 357 et un triangle pointé à droite. Nous n'avons qu'à recommencer l'opération. La seconde porte obéit comme la première. Un long, très long tunnel se présenta, éclairé de place en place par la lueur vive des lanternes suspendues à la voûte. Les murs suintaient et des gouttes d'eau tombaient sur le sol, de sorte que d'un bout à l'autre on avait disposé, pour faciliter la marche, un véritable trottoir en planches. « Nous passons sous la mer, » dit Beautrelet. « Vous venez, Ganimard ?» L'inspecteur s'aventura dans le tunnel, suivit la passerelle en bois et s'arrêta devant une lanterne qu'il décrocha. Les ustensiles datent peut-être du Moyen-Âge, mais le mode d'éclairage est moderne. Ces messieurs s'éclairent avec des manchons à incandescence.
Il continua son chemin. Le tunnel aboutissait à une autre grotte de proportions plus spacieuses, où l'on apercevait en face les premières marches d'un escalier qui montait. Maintenant, c'est l'ascension de l'aiguille qui commence, dit Ganimard. Ça devient plus grave. Mais un de ses hommes l'appela. Patron, un autre escalier, là, sur la gauche. Et tout de suite après, ils en découvrirent un troisième sur la droite. Fichtre, murmura l'inspecteur. La situation se complique. Si nous passons par ici, ils fileront par là, eux. Séparons-nous, proposa Beautrelet. Non. Ce serait nous affaiblir. Il est préférable que l'un de nous parte en éclaireur. Moi, si vous voulez. Vous, Beautrelet, soit. Je resterai avec mes hommes. Comme ça, rien à craindre. Il peut y avoir d'autres chemins que celui que nous avons suivi dans la falaise. Et plusieurs chemins aussi à travers l'aiguille. Mais pour sûr, entre la falaise et l'aiguille, il n'y a pas d'autre communication que le tunnel. Donc il faut qu'on passe par cette grotte. Donc je m'y installe jusqu'à votre retour. Allez, Beautrelet. Et de la prudence. À la moindre alerte, rappliquez. Vivement, Isidore disparut par l'escalier du milieu. À la 30e marche, une porte, une véritable porte en bois, l'arrêta. Il saisit le bouton de la serrure et tourna. Elle n'était pas fermée. Il entra dans une salle qui lui sembla très basse, tellement elle était immense. Éclairée par de fortes lampes, soutenues par des piliers trapus, entre lesquels s'ouvraient de profondes perspectives, elle devait presque avoir les mêmes dimensions que l'aiguille. Des caisses l'encombraient, et une multitude d'objets, des meubles, des sièges, des bahuts, des crédences, des coffrets, tout un fouillis comme on en voit au sous-sol des marchands d'antiquités. À sa droite et à sa gauche, Beautrelet aperçut l'orifice de 2 escaliers, les mêmes sans doute que ceux qui partaient de la grotte inférieure. Il eût donc pu redescendre et avertir Ganimard, mais en face de lui, un nouvel escalier montait, et il eut la curiosité de poursuivre seul ses investigations. 30 marches encore, une porte, puis une salle un peu moins vaste, sembla-t-il à Beautrelet, et toujours en face, un escalier qui montait. 30 marches encore, une porte, une salle plus petite. Beautrelet comprit le plan des travaux exécutés à l'intérieur de l'aiguille. C'était une série de salles superposées les unes au-dessus des autres et par conséquent de plus en plus restreintes. Toutes servaient de magasin. À la 4e, il n'y avait plus de lampe. Un peu de jour filtrait par des fissures et Beautrelet aperçut la mer à une dizaine de mètres au-dessous de lui. À ce moment, il se sentit si éloigné de Ganimard qu'une certaine angoisse commença à l'envahir et il lui fallut dominer ses nerfs pour ne pas se sauver à toutes jambes. Aucun danger ne le menaçait cependant, et même autour de lui le silence était tel qu'il se demandait si l'aiguille entière n'avait pas été abandonnée par Lupin et ses complices. Au prochain étage, se dit-il, je m'arrêterai. 30 marches toujours, puis une porte, celle-ci plus légère, d'aspect plus moderne. Il la poussa doucement, tout près à la fuite. Personne. Mais la salle différait des autres comme destination. Au mur, des tapisseries. Sur le sol, des tapis. 2 dressoirs magnifiques se faisaient vis-à-vis, chargés d'orfèvrerie. Les petites fenêtres, pratiquées dans les fentes étroites et profondes, étaient garnies de vitres. Au milieu de la pièce, une table richement servie, avec une nappe en dentelle, des compotiers de fruits et de gâteaux, du champagne en carafe et des fleurs, des amoncellements de fleurs. Autour de la table, 3 couverts. Beautrelet s'approcha. Sur les serviettes, il y avait des cartes avec le nom des convives. Il lut d'abord Arsène Lupin. En face, Madame Arsène Lupin. Il prit la 3e carte et tressauta d'étonnement. Celle-là portait son nom, Isidore Beautrelet. Le trésor des rois de France. Un rideau s'écarta. Bonjour, mon cher Beautrelet. Vous êtes un peu en retard. Le déjeuner était fixé à midi, mais enfin, à quelques minutes près. Qu'y a-t-il donc? Vous ne me reconnaissez pas. Je suis donc si changé. Au cours de sa lutte contre Lupin, Beautrelet avait connu bien des surprises, et il s'attendait encore, à l'heure du dénouement, à passer par bien d'autres émotions. Mais le choc, cette fois, fut imprévu. Ce n'était pas de l'étonnement, mais de la stupeur, de l'épouvante. L'homme qu'il avait en face de lui, l'homme que toute la force brutale des événements l'obligeait à considérer comme Arsène Lupin, cet homme, c'était Valméras. Valméras,
le propriétaire du château de l'Aiguille. Valméras, celui-là même auquel il avait demandé secours contre Arsène Lupin. Valméras, son compagnon d'expédition à Crozant. Valméras, le courageux ami qui avait rendu possible l'évasion de Raymonde en frappant ou en affectant de frapper, dans l'ombre du vestibule, un complice de Lupin.